Bienvenue à tous dans l'essentiel de l'info sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à faire la mise au point suivante. 1. Dans cette délégation gouvernementale à Uvira, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, était l'unique représentant du président de la République. 2. Le chef d'état-major général n'a jamais été le commandant suprême adjoint. Dans cette fonction, le président de la République n'a ni adjoint ni intérimaire. 3. Très discipliné et respectueux des lois, des règlements et des coutumes militaires, le chef d'état-major général n'est pas politicien pour prendre la parole dans une réunion publique présidée par une haute autorité gouvernementale, réunion consacrée à la remise d'un mémo dont la primeur était réservée au président de la République et que ni le vice-premier ministre de l'Intérieur, ni les chefs d'état-major général ne pouvaient commenter. En plus, la réunion du chef d'état-major général prévue avec les FARDC et les Wazalendo dans un cadre approprié avait été préalablement annoncée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. 4. Après la réunion du vice-premier ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général s'est bel et bien entretenu, sans tambour ni trompette, avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo, dans la salle de réunion du secteur opérationnel. Un cadre idéal pour les rencontres de ce genre. Honoré Kabongo aurait peut-être souhaité voir ses contacts présents avec caméra et micro pour renseigner l'ennemi. Qu'il sache que les questions de défense et de sécurité ne se traitent pas devant tout le monde, moins encore sur la place publique. À ce sujet, Honoré Kabongo n'a pas de leçons à donner à l'armée, surtout qui n'a aucune notion de base sur le service militaire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent le discours de Honoré Kabongo comme une tentative désespérée d'opposer les FARDC unis aux Wazalendo pour une cause noble. Ce discours sert par ricochet la cause de l'agresseur de notre pays. 6. Enfin, M. Honoré Kabongo Chibundi doit apprendre à mesurer ses propos et à faire preuve d'humilité lorsqu'il aborde des questions qu'il a difficiles à cerner et à maîtriser. Car, comme le dit une sagesse populaire, il est amoral et même dépravé de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des manifestations dans la ville qui ont occasionné des victimes, des dégâts collatéraux, des blessés et deux de nos concitoyens qui ont perdu la vie. Donc nous avons effectué très tôt matin une visite à l'hôpital pour réconforter les blessés, leur apporter le soutien du gouvernement et un message de réconfort du président de la République. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer les familles éprouvées, il y en a 2, avec lesquelles nous avons partagé leur douleur, nous leur avons transmis un message de réconfort. Et c'est ici l'occasion pour nous de faire savoir à nos populations qu'il n'est pas tout le temps nécessaire d'organiser, surtout dans des zones en conflit, comme la province ici du Sud Kivu, de réagir par des manifestations publiques parce que nous sommes dans un environnement où il y a des opérations militaires, où il y a même des infiltrations, où souvent il y a des manipulations qui viennent de part et d'autre. Et nous avons des canaux de communication et c'est souvent préférable d'utiliser ces canaux que de sortir dans la rue pour réclamer, revendiquer ou faire passer un message
au gouvernement et au président de la République. Il est important aussi, et c'est le message que nous passons dans toutes nos rencontres, de faire savoir que le gouvernement, le président de la République, est fortement engagé dans cette volonté-là de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays, principalement à travers les processus qui sont déjà engagés au niveau sous-régional, régional et international, avec la dynamique de Washington et de Doha. Et nous sommes convaincus que nous allons très prochainement arriver à une résolution de ce conflit. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons rester mobilisés aux côtés du président de la République, des forces armées de la République pour faire face à cette agression. Et la paix sera une réalité très prochainement en République démocratique du Congo. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité faisant office de son collègue des infrastructures, absent de la province, a ce samedi 13 septembre lancé les travaux de la construction de la route Bypass Est. Cette route de long de 40 km à la hauteur du village Kazembe partira de la nationale numéro 39 jusqu'à la jonction de la route Ouansélé. Dans sa politique de faire participer la jeunesse à la gestion de la chose publique et faire avancer rapidement les travaux, le gouvernement Fifi Masuka Sayuni a affecté 4 entreprises sur cette voie en raison de 10 km chacune. Et pour le début des travaux, c'est l'entreprise Sabaot dirigée des maîtres par la jeune directrice générale Dorcas Chukuta qui a donné forme à cette route qui aura 4 mètres voie aller et 4 mètres voie retour. Après avoir suivi les explications de l'équipe technique commise à la construction des bypass Est, Roy Kamamayonde Philippe dévoile les soucis qu'a le gouverneur de province, son Excellence Marie-Thérèse Masuka Sayuni Fifi, en construisant cette infrastructure. Je suis venu au nom de mon collègue, le ministre des Infra, que je représente ici, au nom aussi de l'autorité provinciale, Madame Fifi Masuka Sayuni, que nous félicitons de tout cœur pour ces gros et grands chantiers qu'elle est en train d'ouvrir dans cette province par rapport à la politique même du gouvernement provincial. L'autorité provinciale prend en compte toutes les desiderata de toute la province, y compris les territoires. Voilà pourquoi nous sommes venus lancer les travaux et encourager l'entreprise Sabaot. C'est une jeune entreprise qui montre vraiment ses grandes capacités de travail. Ça sera une très grande autoroute qui va relier la RN39, Bypass Est, vers toutes les usines de transformation qui se retrouvent du côté Nzilo. Il s'est de signaler que la durée de la construction de cette route, vu le nombre des entreprises engagées, les matériels déployés prendra au total 3 mois de travaux avant la remise de l'ouvrage. Non, d'abord nous sommes le conseil d'administration. Et vous avez le président du conseil d'administration et 2 administrateurs qui font partie de la commission d'enquête qui se trouve ici. À ce stade, nous ne pouvons pas vous dire ce qu'on a vu, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée par les conseils d'administration et nous attendons dans les 2 ou 3 jours le résultat les conclusions de cette enquête. En ce qui me concerne, je reviens de la brousse, donc j'ai voulu venir à leur côté, les encourager pour la mission d'enquête qu'ils sont en train de mener ici, rencontrer le commandant ad intérim, les cadres de commandement de l'aéroport, à propos duquel on a entendu plein de choses. Voilà. Et les informations qu'on a sont encore à vérifier. Nous avons été voir le groupe électrogène qui n'avait pas marché ces jours-là. On a été voir côté Tours ce qui n'a pas marché. On vient de voir les systèmes de balisage manuel qui a pu fonctionner ces jours-là. Bon, maintenant, les onduleurs, on a également visité, on a vu, et je peux vous assurer que oui, il y a eu un incident majeur, parce que l'avion du président de la République est resté en l'air. Qu'il soit resté 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 1 minute, c'est inacceptable. Quand il s'agit de l'avion du commandant suprême, eh bien la RVA doit s'immobiliser, renforcer ses moyens. Le problème c'est est-ce que ces moyens-là étaient là pour attendre
l'atterrissage du président de la République. C'est l'enquête qui les décidera. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, la question a été posée au commandant, au cadre, et manifestement, ils n'ont pas l'information eux-mêmes. C'est normal parce que ce n'est pas eux qui arrêtent. Hein. Eux sont ici. Certains qui devraient être là peut-être ne sont pas là, mais ça peut être pour diverses raisons. Donc ça, c'est la question qu'il faut aller poser au service de la police ou au service de la justice. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, je l'ai dit à certains de médias qui m'ont appelé. Il y a eu cet incident, mais l'aéroport fonctionne. Les avions sont en train d'atterrir et en train de décoller. Il n'y a aucun souci. Bien, les équipements ont pris de l'âge, c'est vrai. Ici, on a toujours dit, l'aéroport international d'Ndjili n'est plus ce qu'il doit être aujourd'hui. Mais cela n'empêche que les avions décollent, les avions atterrissent. Et depuis cet incident-là, il n'y a plus rien. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter en quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Papa azala posa bana lokola biso bota ba peuple congolais na bolinga buzoba na mboka na ngati natika kanda okuti musika na ngaba metaza okuma bwatu pona luka vina ngai ngala kolinga buzoba tia ko sima machete ko sala mabe biloko wana la république azolinga yango te tuzaba patriote bana mboka futo tika la bana mboka mutu alingi mboka nayo zana mabete yango c'est papa discipline oyo esuka awa te continuer partout ti presque Congo suki la discipline ezala po c'est pas na musala salinga bien ndebo bana na selko la présence kama una monaki bana ozo biloko na ko lima mati na mboka na mondi biloko ne le kai mendepe oyo continuer mabongo ata c'est précisément to na kinkole na libongo ya péché na libongo ya président de la république abani ko tonga et bon on musana ni silite méthode continuer ko so musala kaka yango biso bisaba boîte la tongo tuzaba kwanga bozomo la oyo baba lumière ba biloko tout intérieur ba mama yako soba ba makala ba fufu to bimisa ezo kina cité ike partout za chauffeur bisabilo ko wana za biso ba piruge ala musala ngana sala kai na ngoyo c'était yango bona tindika kana zelo opona luka musala pona yango na boya na ngaba be pona kolinga mabete na mwana mboka na patriote na congolais père de mère bana nga baba congolais jamais kolinga mboka ngeza na mabe na sema mo konzikaka discipline oyo ezala partout dans le monde à Congo. Au rond-point Ngaba, Léon Moulumba, ministre provincial de l'Environnement, propriété publique et embellissement de la ville, y était pour une double opération, à savoir la démolition des constructions anarchiques et l'évacuation des vendeurs sous les emprises publiques, telles que l'exige l'opération Balabala Eza Wenzete. Le ministre s'assurait que les occupants des magasins ont évacué leurs marchandises et leurs meubles avant le début de l'opération. À l'aide des tractopelles, des constructions anarchiques ont été démolies, qui certains ont intégré les abribus dans leur construction, d'autres ont étouffé une école publique maintenant ce coin de la capitale par des embouteillages éternels. Une opération toutefois saluée par la population. lokola esa kutu bien polele bara bise zaki awa miki zo sima zaki polele awa siko ndibo sali boye esa malamu donc comme siko libre siko pourvu que bon emplacement ba arabi c'est la bien c'est ça ba bise tele mara bien comme ça c'est bien donc siko to très libre c'est la libre c'est là qui donc pour le bima passe ba école armée de salut félicitations vraiment au gouverneur. Pour Léon Moulumba, il était temps de restaurer l'autorité de l'État. En toute complicité, profiter de la faiblesse de l'État. L'État a récupéré l'espace. Boyebi situation to ngona rompo ngaba ya bambouteillage batu batambolaka na chaussée on est batu batambola awa na emprise na devanture oyo ya école ya na ciment par exemple la place école mo na ciment ba bomba yango batu bazui 3 à 4 mètres ba lotir ba immeuble là so te ba immeuble mingi na profondeur il y a 3 à 4 mètres mais immeuble mo donc l'État lobi que nazo reprendre mabé nanga yango toye ko restaurer norme.
Cette opération qui a pour objectif de fluidifier les trafics routiers va s'étendre jusqu'à Lupin, a laissé entendre le ministre provincial de l'Environnement, Propreté publique et embellissement de la ville. Mais auparavant, il a mené la même opération à la baie d'Engalema en démolissant des constructions anarchiques. Entre guillemets, parce que ce sont les 3 prétextes apparents que le Rwanda aligne pour justifier justement ses aventures meurtrières en RDC. Sur la question des réfugiés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2022, on a commencé une tripartite autour de Philippe Grandi, qui est le patron du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour que les 2 pays conviennent d'avoir des discussions régulières qui permettent de statuer sur la question. Je dois vous rappeler ici que la base, l'un des points centraux sur le principe de la gestion des questions de réfugiés, c'est volontaire. On ne va pas, par exemple, aujourd'hui, dans l'hypothèse où nous avons des Congolais qui sont réfugiés au Rwanda, les ramener dans un contexte de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas véritablement régler la question de réfugiés dans les 2 sens s'il y a la guerre qui continue dans une partie de la RDC du fait du Rwanda. Mais il ne faut pas oublier que, parallèlement à cela, ceci ne nous empêche pas de travailler. Évidemment, on a vu ce qui s'est passé en disant que le HR avait facilité le Rwanda. Vous savez, nous le disions tout à l'heure, ce sont des autorités, des forces d'occupation de fait, qui sont habituées à une certaine mascarade. Je crois savoir qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et des services habilités, un travail de contrôle sur ce qui a été fait devrait se faire. Mais pour l'instant, nous attendons de recevoir du Rwanda la liste des réfugiés congolais, parce que c'est à partir de cette liste qu'on saura identifier. Vous vous appelez Chancel Tchala, de par la consonance de votre nom, on peut dire, bon, vous êtes peut-être du centre. Si vous êtes du centre, on peut identifier un chef religieux, une église, ou un chef religieux qui va reconnaître votre lignée pour savoir si vous venez véritablement de là, pour éviter justement. Cette question de réfugiés n'est pas une question qu'il faut confondre avec une question de la transplantation. La transplantation, c'est ce qu'ils font quand personne ne voit. Aujourd'hui, vous avez suivi notamment un reportage de Reuters qui a démontré que certains compatriotes, lorsqu'ils rentrent dans leur village, ils trouvent d'autres personnes qui occupent leur concession. Les M23, avec son papa, les RDF du Rwanda, ce qu'ils font, c'est de détruire notamment des documents cadastraux qui attestent que les terres appartenaient à tel et à tel parce qu'ils font des transplantations. Il existe un arrêté pris par Madame Akassia, à l'époque ministre d'État des Affaires foncières, qui déclare aussi de nul et de nul effet tous les actes qui sont posés par les agresseurs. En réalité, tous ces actes qui sont en train de poser, nous les documentons et nous reviendrons une fois que nous avons fini les discussions, les négociations ou les pourparlers, nous reviendrons pour nous assurer que la légalité puisse être restaurée et que les populations congolaises puissent être rétablies dans leurs droits. Comme vous pouvez le voir, les M23, comme le Rwanda, n'ont que pour un seul dessein, voler, piller et s'aimer la désolation. L'opération de contrôle des permis de conduire est imminente dans la ville de Kinshasa. Le ministère national des Transports, voies des communications et des enclavements et la police nationale ville de Kinshasa sont sur les derniers réglages avant de la lancer. Ce vendredi 12 septembre, ils ont lancé la formation des agents de l'ordre commis à cette tâche. 83 policiers de circulation routière ont été équipés par les agents de la Société des permis de conduire sur l'utilisation du dispositif de contrôle de ces permis et sur comment distinguer les vrais défauts. Quand il y a une erreur qui affiche en bas, on a 2 cas. Ou on n'a pas mis le vrai permis dans la position bien, ou c'est un faux permis. Premièrement, on enlève, on vérifie. La puce est en haut et pour devant, comme ça. On vérifie. S'il n'a pas lu le permis, on enlève, c'est un faux permis. D'ici quelques jours, les conducteurs de véhicules verront les policiers avec ces dispositifs. Une fois le permis de conduire lui remis,
Il y introduit par les côtés de la puce. S'il est vrai, toutes les informations d'identité du conducteur y apparaissent et l'agent vérifiera même ses empreintes digitales. L'opération finie, le conducteur sera libéré pour continuer sa route. En cas de faux permis, le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantouba Koulou, donne les instructions. On s'est compris. J'espère que vous n'allez pas me traiter pour un méchant. Moi, je serai plus méchant que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas permettre à ce que vous viendrez commencer à monnayer ce travail. Parce que vos poches, ce ne sont pas là les comptes des trésors publics. Parce que nous cherchons à générer des recettes au compte des trésors publics. Celui qui serait triplé avec un faux permis, il faut remonter, savoir où il a trouvé ça, qui lui a vendu et comment il lui est parvenu. La Société des permis de conduire, SPC, en sigle, va continuer avec ces mêmes exercices lundi 15 septembre. Les policiers formés seront eux aussi des formateurs des autres éléments pour que l'opération soit une réussite. L'action que nous menons aujourd'hui répond aux exigences du règlement intérieur qui veut que quand on constate les fautes graves commises par un membre du bureau, les députés nationaux ont le droit de les mettre en cause. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer officiellement les pétitions qui visent les 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Au nom de tous mes collègues, 261 signataires des pétitions, nous tenons à fixer à l'opinion congolaise. Rigini, c'était une ferme, n'est-ce pas, d'un blanc. Alors, les gens venaient dans le temps, ils prenaient, bon, et puis ils allaient arranger ça par après. Mais maintenant, Mungoudiak est parti. Mungoudiak est parti. Avant de partir, c'est sa femme qui a vendu la concession. C'est à peine que les gens ont construit. Il n'y a pas longtemps. Bon, il ne pouvait pas, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais il ne pouvait pas intégrer l'avenue, une rue dans sa position. Ça, il ne pouvait pas le faire. Donc ça, nous, on n'avait pas qualité. S'il l'a fait, bon, de toutes les façons, l'avenue a quand même des limites dans une agglomération. On sait que l'avenue ne peut pas dépasser 7 mètres de largeur. Je ne connais pas cette réglementation. Ah ouais. Je pense que moi, j'ai vu des avenues de 14 mètres. Dans une agglomération. Moi, j'en ai vu. Comme tel que Bakole. Bakole à 13 mètres. 13 mètres. Bakole. Bakole un peu plus haut. Bakole 2. Quand vous arrivez au niveau de l'église de Dranamis, voilà, ce n'est pas 13 mètres. Non, c'est beaucoup. Bon, et vos apaisements, jusqu'à preuve du contraire, nous affirmons rien. On attend que les techniciens de l'urbanisme et des affaires foncières nous fassent un rapport. Dès qu'on a les rapports, si c'est le cas, on va venir démolir. Ça va. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'exécutif provincial met en garde les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril 2025 de ne pas regagner les zones inondables. À l'approche de fortes pluies de cette saison, l'exécutif provincial déplore que les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, profitant de la décrue et de la saison sèche, aient regagné leur domicile situé dans des zones autrefois inondées. L'exécutif provincial recommande vivement aux sinistrés de ne pas retourner dans les zones inondables, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris. L'exécutif provincial rappelle que les indemnisations perçues par les sinistrés devaient leur permettre de trouver un logement dans des zones sûres. L'exécutif provincial met en garde de personnes qui choisiraient de rester dans des zones non constructibles, qu'elles aient été ou non affectées par les pluies diluviennes du mois d'avril dernier. En cas contraire, elles s'assumeront l'entière responsabilité en cas de sinistre. L'exécutif provincial insiste sur le fait que seule une observance stricte de normes en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat permettra de minimiser les risques de sinistre en cas
cas de catastrophes naturelles. Ainsi, l'exécutif provincial demande aux personnes habitant les zones inondables, notamment les berges de rivières, de les évacuer en toute diligence. Enfin, l'exécutif provincial met en garde les fonctionnaires qui lotissent des zones non édificantes, mettant ainsi en péril la vie des personnes innocentes. Tout fonctionnaire contrevenant de cette mesure fera l'objet de sanctions administratives ou pénales sévères. J'ai expliqué aux excellences les systèmes dont nous travaillons, dont le système de régie et le système d'encadrement communautaire, et comment nous collaborons avec la communauté. Nous avons donné le défi, bien sûr les difficultés ne manquent pas, à ce qui concerne la finissage des chantiers de l'usine de maïs et la finissage de l'usine de manioc qui est au moins à 5%. Je pense, partant de tout ce que je leur ai présenté comme problème, et à leur arrivée ici, je pense qu'ils vont trouver des solutions, peut-être à long ou à venir, à notre préoccupation ou problème. Nous avons commencé par le programme volontariste agricole qui est à Bouéguera. Et là, il s'agit d'une minoterie, ou plutôt des deux. Une minoterie pour le manioc et pour le maïs. Et la minoterie pour le manioc est achevée à 95%, donc il faut un peu plus de moyens pour qu'elle puisse fonctionner à plein régime. Nous nous réjouissons du fait qu'à Bouéguera, où se situe le centre, la base de production du PVA, malgré les difficultés actuelles, malgré qu'ils sont proches de la ligne de front, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à produire le manioc et le maïs, bien que c'est un régime assez faible. Et donc il est question pour nous, au gouvernement central, d'allouer un peu plus de moyens pour permettre à ce que la production puisse s'améliorer. Et nous espérons qu'en perspective de la paix, que nous voulons tous dans les mois à venir, cette unité de production qui est une pièce maîtresse dans cet espace qui est le vivier économique de la province du Sud Kivu, que la production va reprendre à plein régime et qui aura tous les effets induits, notamment la création des emplois pour nos populations et les autres impacts que cette industrie peut avoir sur l'économie locale. Initiée il y a quelques jours par le député national Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, M. le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, Honorable Président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la cellule de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc,
Nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution. Et ensuite, le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes, des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumba a été instruit de convoquer cette plénière. L'avenue Bakolé au quartier Rigini dans la commune de Lemba en pleine réhabilitation constitue un essai didactique des routes stabilisées en milieu urbain. Le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mchaïl Moutombe, est descendu sur le lieu étudier ensemble comment lancer un grand programme pour la stabilisation des routes de desserte agricole estimé à 87 000 km sur l'ensemble du territoire national. En effet, la méthode utilisée pour les routes de desserte agricole a montré ses limites en termes de durabilité. Nous sommes en train d'étudier comment lancer un grand programme au niveau du gouvernement pour la stabilisation des routes de desserte agricole. À ce stade ici, avec les routes de desserte agricole que nous avons, la méthode que nous utilisons habituelle, que je ne vais pas citer les noms, cette méthode-là a montré ses limites. Les gouttes de pluie ont ce qu'on appelle l'effet de splash, avec une énergie cinétique qui déplace la terre et ça affaisse les routes. Il y a l'érosion, il y a ceci, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On n'a plus de routes. Vous pouvez dépenser tout ce que vous avez comme argent le matin. Un mois après, il n'y a plus de route. Qui va accepter que vous avez dépensé l'argent? Le lead manager de la société Jet BTP, Dodo Jérémy Kandolo, a expliqué l'importance du produit EcoWood, un stabilisant des routes biodégradables qui a déjà fait ses preuves dans le Congo central avec une résistance de 3 à 5 ans. Et avec notre technologie, nous pouvons tenir une route en bon état durant 4 à 10 ans. Le patron de développement rural, ingénieur Grégoire Mchaïl Moutombe, accompagné du secrétaire général au développement rural et du responsable de l'OVDA, a assisté à la mise en œuvre de la stabilisation de l'avenue Bakolé avec cette méthode qui répond aux exigences de l'OCC. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant général Jules Bonza, a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Ici, au chef d'état-major général. Reçu par les commandants de l'école de sous-officiers et place de Likasi, les colonels Ikomo Wanga Bienvenu, ainsi que par les commandants du centre d'instruction de Moura, le colonel Zanzate Semba Médard, tous de breveté supérieur d'état-major, le chef d'état-major général a d'abord présidé une réunion de commandement avec le cadre et instructeur de la garnison de Likasi avant de s'adresser aux militaires en fin de formation. Devant le troupe rassemblé en parade, le lieutenant général Bonza a insisté sur la discipline, le patriotisme et la détermination, exhortant les recrues à bannir toute forme de division au sein de l'armée. Notre devise, la première des choses, ezali kokomisela bino mbote kouta epa mokonzi ya mboka. Boyambi yango? Atindeli bino pe ba félicitations pona ko andire bo andire na formation oyo bouti kozua. Esengeli boyeba ke même bisika bozali kokende kala te
bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline nde mama ya nini, mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Soki discipline eza te bato bakotambola botaba. Soda akoki jamais kotambola akomi na nzela ono ngai na kokende kuna te, o kuna eza molai ngai na kosala boye te. Tokorapele yo pe devant mibeko ya mboka bakotuna yo soki oyekolaki discipline te seki oza soda te. Toyokani? Les centres d'instruction de Moura, situés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Katanga. Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Je l'ai déjà dit, c'est que la responsabilité de l'administration de la justice dans un pays revient au pays. Il y a même des jurisprudences qui le reconnaissent. Si je veux, je peux me référer aux décisions de la Cour internationale de justice qui a reconnu que les actes posés par les groupes rebelles dans un territoire sont de nul et de nul fait, puisque ce n'est pas posé par l'État. Et nous avons déjà aussi, je crois que si ma mémoire ne trahit pas, puisque je viens d'arriver, dans les cadres fonciers, il y a eu déjà une ordonnance qui déclarait nul et de nul effet les actes qui ont été posés pour attribuer des concessions de façon illégale à des groupes. Nous allons nous assurer que cela est fait. Ça, c'est important puisque, vous savez, dans la situation où nous sommes, ils veulent poser des actes apparemment légaux et légitimes pour se couvrir de leurs crimes. Donc, c'est important pour nous de leur rappeler que tous ces actes qu'ils vont commettre, qu'ils vont poser, sont nuls et de nul fait, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé en disant que, on l'a vu dans les cas de la Côte d'Ivoire, c'était différent. Mais c'est différent puisque dans les cas de la Côte d'Ivoire, la rébellion n'avait pas décapité l'appareil judiciaire. Effectivement, nous avons été alertés par les réseaux sociaux et la première action que j'avais prise, c'est de demander à mon cabinet d'avoir l'information requise et de s'assurer que le détenu Ndala a accès aux soins de santé. Et ça, c'était important. Il a été pris en charge au niveau de l'hôpital. Et je n'aimerais pas ici vous dévoiler son rapport médical. Il y a un sceau de confidentialité. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala a sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que, c'est toujours dans le cas de la corruption, les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste des personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste
soit retourné, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Je m'interdis de commenter une décision judiciaire dont le procès était public et que le principe du contradictoire a été effectivement respecté. Et donc, je vous ai dit que je ne suis pas le ministre de magistrat. Le droit a été dit. Il y a des moyens de recours à faire. Et donc, je m'abstiens à ne pas commenter. Bilenge batata ne ba mama mutu na mutu esika azali. Soki omoni munguna belela. Dans le cadre de son programme d'itinérance, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce mercredi à Kalemi dans la province du Tanganyika par l'aéroport national de Kainda. À sa descente d'avion, la chef du gouvernement a reçu les honneurs du détachement de la police nationale congolaise avant d'être accueillie par un comité restreint conduit par le gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba. Dans la suite du gouverneur, c'est toute la ville de Kalemi qui s'est mobilisée pour réserver un accueil convivial et chaleureux à la première ministre. Dès les premières heures de la journée, les forces vives se sont ruées à l'aéroport et dans ses alentours. Dans la ville, les rues sont brandées aux couleurs éclatantes de banderoles, affiches et drapelés souhaitant fièrement Caribou Kwetu Tanganyika, à celle qu'on surnomme ici la princesse de paix, Mamani Maman. Aussitôt après son arrivée, la chef du gouvernement s'est rendue à la place Kisebwe afin de communier avec l'ensemble de la population calémienne. C'est une foule immense qui attend de voir, saluer, écouter et témoigner son affection à la chef du gouvernement dans un espace noir de monde en plein soleil de midi. Dans son adresse, Judith Suminwa Tuluka a invité la population de Kalemi à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour elle, le gouvernement accorde une attention particulière à la province du Tanganyika et y veille comme la prunelle de ses yeux. Ngai mokonzi alobi na ngai alobi ndenge toza wana na Kinshasa il faut kotambola ayebisi pe ba ministre nyonso tout il faut totambola toke notala po tozwaka ba rapport na papier mais faut tomona na misu biso moto comprendre eloko nini bino population bozo vivre yango na eza eloko ngai na ye kosala toyebi ke Tanganyika na biso awa eza kitoko mingi tobengi yango langi eza langi ya bleu eza kitoko me yaka pe na makambo nango yango te moko totali yango tozosepela me moko soki ye pe ebele ekomolelisa biso yango na biso tolobi boulevard Lumumba oyo bokoma kobenga fleuve il faut ezonga boulevard Lumumba ya libela tolingi boulevard Lumumba ezonga ya libela yango wana lelo na ye po totala ba travaux to bandango penza tozala sûr ke bisala wana ekende tina suka mosusu pe toyebi bino bana ya Kalemi na oyo baza na moba soki port eza te mobulu yango te alors lobi soki nzambe asungi na okende moba me tolobi mpo na lelo totala nanu poro eza awa problème nini ezali toyebi ke mai esi ebano ziba tozwi deja bainstruction mokonzi ya mboka nga mpe napesi na baministre il faut babanda kosala dragage il faut tobanda kobongisa port mpo tobanda kosalela mpe lac na biso donc wana mpe eza mosala oyo tozotala mpe na makambo ya nzela mpe totala baérosion ndenge ezali nayoki mpe na misala ya PDL mwa baekole na bâtiment administratif esi esili natali ministre ya plan nayebisi ye papa na nga il faut kende
o inauguré biloko wana po bana mboka bamona ke Faci Béton pe azosalela pe bango te. Pour cette étape de la province lacustre, la première ministre s'est fait accompagner des ministres en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, des infrastructures et travaux publics et du travail. Les députés nationaux et sénateurs, originaires et élus de cette partie du pays, ont également été associés. Bon, la plénière était convoquée pour, au finish, mettre en place une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions qui ont été dirigées par les collègues contre 5 membres du bureau. Et je crois que là, la plénière vient de mettre en place cette commission en demandant que chaque groupe parlementaire puisse désigner un membre dans la dite commission. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Et puis nous attendons les rapports de cette commission. Bon, l'étape suivante, c'est qu'il y aura une autre plénière qui sera convoquée, au cours de laquelle la commission va rendre son rapport. Et après, bien sûr, après avoir auditionné les partis, c'est-à-dire les pétitionnaires, les délégués des pétitionnaires et les bureaux, les membres du bureau concernés. Et après quoi, un rapport sera fait et la plénière prendra acte de ces rapports-là. Mon analyse personnelle, c'est de comprendre le vrai besoin de notre population aujourd'hui. Vous savez que moi je suis de l'Est, de l'espace oriental. Nous avons un problème, le plus grand problème chez nous, c'est la sécurité. Et la question que nous devons nous poser maintenant, quelle est la priorité? C'est la pétition ou la sécurité de nos populations? Moi, je pense que maintenant, ce qui est important pour nous, c'est la sécurité. Et nous devons marcher dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, comme je l'ai dit. Donc, on doit travailler, on doit militer pour la sécurité de notre contrée. Le plus grand problème, le besoin aujourd'hui, c'est que notre population vive dans la paix. Il y a un problème. Il y a une situation grave chez nous à l'Est. Notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs. Donc il ne faut pas donner une brèche aux gens de croire comme si on a un problème chez nous. Nous devons travailler pour la stabilité des institutions de la République et aussi travailler pour la paix à l'Est, parce que c'est ça le vrai besoin d'ailleurs. C'est ça les soucis de notre population. Les soucis de notre population, ce n'est pas la pétition, ce n'est pas les pétitions contre les membres du gouvernement, mais c'est plutôt la sécurité. Demandez à quelqu'un qui vit à l'Est, est-ce que vous avez besoin de la pétition contre le bureau? Ils vous diront non. Le plus grand problème, c'est la sécurité. Et nous devons travailler pour cette sécurité, comme je l'ai dit dans la vision du chef de l'État. Donc le chef de l'État milite jour et nuit pour la sécurité, pour la paix à l'Est. Pourquoi ne pas accompagner la vision du chef? Pourquoi ne pas travailler pour la paix? Pourquoi ne pas travailler pour la sécurité? Conjuguons, mouillons le maillot pour la paix, pour la sécurité. Je pense que ce n'était pas opportun maintenant là. Vous savez, c'est une démarche d'abord parlementaire. Nous venions de constituer une commission spéciale qui aura comme mission d'étudier et de valider les différentes pétitions. Et maintenant, c'est une étape cruciale, éminemment politique. Nous attendions de cette commission des conclusions qui seront débattues encore au niveau de la plénière dans les 72 heures. Mais de manière générale, nous, en tant que pétitionnaires, nous voulons que les choses changent de manière positive, changent pour que nous puissions avoir une assemblée nationale où les bureaux respectent les députés. C'est ça notre combat. Bien évidemment, c'était question d'étudier pour 5 membres du bureau, notamment le président Kamere. Nous avons l'honorable questeur Joly, nous avons les questeurs et questeurs adjoints et puis l'honorable rapporteur adjoint. C'est ça un peu le menu même de notre combat pour que cette pétition soit
lu et validé, voté par les députés pour que ces 5 membres du bureau soient destitués. Assumant correctement sa responsabilité du président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, RVA en sigle, le professeur Trifonkine Kiemulumba a tenu mardi 16 septembre à l'aéroport international de Njili une réunion de mise au point avec des agents de la coordination de la RVA travaillant sous sa supervision et suivi d'une visite d'inspection dans tous les services de la RVA se trouvant au sein de l'aéroport. L'objectif de cette réunion et visite était de permettre aux professionnels des médias de faire un constat sur l'état des infrastructures aéroportuaires de la RVA. Le PCA de la RVA, le professeur Trifonkine Kiemulumba, a salué le travail qui se fait depuis quelques années dans le but de moderniser les infrastructures de l'aéroport international d'Nchili. Et il a invité les journalistes à toujours se ressourcer auprès des autorités de la RVA pour donner la bonne information au public. Chers amis et journalistes, on vous a fait venir ici. Ça a été un plaisir de vous amener ici pour que vous puissiez voir ça de vos propres yeux et entendre ça de vos propres oreilles. Il y a trop d'informations qui sont diffusées sur tout le monde, sur toutes les firmes, sur toutes les entreprises qui ne sont pas toujours vérifiées. Ce n'est pas toujours de la faute des journalistes. C'est vrai que le journaliste doit, avant de diffuser, vérifier son information. Voilà. On est ici vraiment dans la dernière phase avant de monter dans l'avion. C'est ici. Et je pense qu'on ne se sent pas si mal que ça, on est bien. Même à Charles de Gaulle, vous allez voir, les gens sont comme ça. Ceux qui sont là sont venus 2 heures avant ou ils ont raté leur avion, ils sont en train d'attendre, ou peut-être les problèmes des embouteillages, mais qui ne concernent pas la RVA, fait qu'ils viennent peut-être 10 heures avant pour être sûr de ne pas rater leur avion. Signalons par ailleurs que le professeur Trifonkine Kiemulumba était accompagné du commandant AI de l'aéroport de Njili. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, vient d'effectuer ce mercredi 17 septembre 2025 une mission de travail dans les territoires de Mwanda au Congo central. Accueilli au début de l'après-midi à l'aéroport national de Mwanda par l'administrateur du territoire accompagné de membres du conseil local de sécurité, le numéro 1 de l'économie congolaise a débuté sa mission par la visite des installations de la SOCIR, la Société congolaise des industries de raffinage à Banana, puis s'en est suivi la ronde des autres départements de cette même entreprise, notamment la direction d'exploitation, la raffinerie, les ateliers mécaniques, le laboratoire d'analyse, le parc de réservoirs ainsi que le dépôt de la SOGAZ. Ajouter à ces visites une halte au port en eau profonde de Banana, un projet majeur pour le développement du littoral congolais. Après ces parcours des installations, le VPM de l'économie a eu un bref échange avec les responsables de la SOCIR avant de clôturer sa mission au bureau administratif du territoire de Mwanda. Le numéro 1 de l'économie nationale congolaise, Daniel Mokoko Samba, a souligné l'importance de la SOCIR dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Bien, la visite d'aujourd'hui à Mwanda, c'était essentiellement pour que je me rende compte du travail que fait la SOCIR dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et de perspectives d'avenir. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle peut-être discret, mais un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers. Et j'ai voulu me rendre compte personnellement de la situation actuelle et des perspectives d'avenir. Évidemment, je ne pouvais pas quitter Mwanda sans venir rendre visite à madame l'administrateur du territoire, à qui j'ai promis de revenir très prochainement à Mwanda avec une importante délégation économique. Cette visite s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles initiées par Daniel Mokoko Samba, notamment dans la maîtrise des revenus pétroliers et la valorisation des ressources locales. Face aux défis économiques qui traversent la République démocratique du Congo, les gouvernements peuvent compter sur des pôles comme Mwanda pour renforcer l'autonomie énergétique, stimuler les recettes nationales et impulser une croissance inclusive et durable.
Il n'avait pas promis, mais connaissant bien le besoin du territoire de Pweto, Martin Kazembe Choula a démontré qu'il est un homme aux actions concrètes. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a répondu aux besoins des Pwetois, comme annoncé lors de son meeting. Il a mis en service un groupe électrogène industriel de 250 kVA en lieu et place de celui de 160 sollicité par la Régie des eaux afin de combler le déficit en énergie que connaît cette station qui fournit 160 mètres cubes heure. Martin Kazembe Choula visitera par la suite les installations de cette station de captage d'eau sous la conduite du directeur provincial de la Régie des eaux. Par ce geste, le premier de Haut-Katanga vient de booster la desserte en eau potable et la population a constaté avec joie l'eau coulée des robinets 24 heures sur 24. Le gouverneur de province d'intérim a ordonné aux responsables de la Régie des eaux de mener des études de faisabilité pour alimenter tous les quartiers de Pweto. Dans le domaine de la sécurité, Martin Kazembe Choula a remis aux responsables de la police nationale congolaise 2 pick-up, dont un sera affecté à Kilwa, une autre Jeep 4x4 au FRDC stationnée à Pweto et 20 motos à l'administrateur du territoire Derby Kanganyoka. Tous ces véhicules roulants vont servir à maintenir la sécurité et traquer les malfaiteurs dans le territoire de Pweto. Deux chefs coutumiers saluent les actions salvatrices de Martin Kazembe Choula. Dans le domaine sanitaire, Martin Kazembe Choula a inauguré le bloc opératoire et la maternité à l'hôpital général de référence Katabé. Une structure médicale qui va appuyer la clinique. C'est juste après qu'il a approvisionné en médicaments les hôpitaux Tchanfoubou, la clinique et l'hôpital général de référence Katabé. Kananga s'élève, l'aéroport d'un avenir prospère. Au cœur du Kasaï central, la ville de Kananga écrit une nouvelle page de son histoire. Porté par la vision de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté par Modern Construction, ce projet stratégique vise à désenclaver la province et dynamiser son économie. Un chantier qui suscite l'espoir, une œuvre d'envergure nationale avec une architecture d'un aéroport international. Ce projet stratégique vise à désenclaver la province et dynamiser son économie. Chaque étape est minutieusement pensée pour garantir qualité et durabilité. Je tiens aussi, moi, personnellement, à remercier le chef de l'État. Vous savez que sans lui, on n'aura pas ce bâtiment gigantesque. Sans lui, nous n'aurons pas ces travaux aussi appréciables au niveau de l'aéroport. Le bâtiment est là, présent devant nous. Nous savons quand est-ce que les travaux ont été lancés. Il y a eu quelques difficultés. Mais maintenant, les responsables de Modern Construction ont pris la résolution de descendre eux-mêmes sur le terrain pour vérifier comment se passent les travaux. Vous voyez combien ils prennent la chose au sérieux. Et nous aussi, nous pouvons détecter cela. Leur présence, d'abord, lui, le patron lui-même est venu, M. Harish, mais il y avait aussi M. Satine qui l'avait précédé. Et ça ne fait pas beaucoup de temps. C'est pour dire qu'ils prennent les bâtiments, ils prennent la construction de la nouvelle aérogare à cœur. Je voudrais commencer à remercier notre chef de l'État, président Félix Tshisekedi, qui a, grâce à lui, à son vision, qu'on a entamé ce projet-là. Et puis ça, je vous dis, lui-même, il est intégré en train de suivre ce projet-là après. La Sengo, la station de MCC, Butuna Moi, pour na musala qui est dans le bosso, Noki Noki, ici Noki Noki, na ndenge président de Makasia, pour que la Mboka, après ce aéroport. Il s'est construit à Kananga un bijou. Un bijou qui va faire beaucoup plus d'années. Parce qu'il faut regarder cette structure. Il y a la structure en béton, mais ce n'est pas n'importe quel béton. Disons, ce n'est pas juste les photos pour vous montrer, ça sera actuel, textuellement exact, que nous avons mis dans les palissades. Mais il y a la partie, la structure métallique, mais ce n'est pas n'importe quel acier. Donc c'est un bâtiment gigantesque qui va faire plus de 100 ans. Plus qu'un aéroport,
un lien fort entre Kananga et les provinces de la RDC. Une porte ouverte sur de nouvelles opportunités. Kananga Malandi Wanshinga. Kananga s'élève et ce n'est que le début. C'est aux alentours des 10h, heure locale, ce jeudi 18 septembre 2025, que l'avion qui transportait le ministre des Mines s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Kolwezi. Louis-Watoun Kabamba a été accueilli au bas de la passerelle par le ministre provincial des Mines, Ouamanantanda Nicodème, et quelques personnalités du secteur minier de la province. C'est sa première visite officielle qu'il effectue au Lualaba en tant que ministre des Mines. Juste après, le numéro 1 des mines en République démocratique du Congo a pris la direction de l'hôtel du gouvernement pour un tête-à-tête avec la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini. Il était tout d'abord question de présenter ses civilités à la première citoyenne du Lualaba et de lui présenter l'objet de sa mission qui est, entre autres, s'imprégner sur le terrain des difficultés rencontrées par les miniers face à l'envahissement des sites miniers par les creuseurs artisanaux. Je devais d'abord présenter mes civilités à l'autorité provinciale, mais également lui faire part de l'objet de mon séjour de travail ici. C'est d'abord renforcer le dialogue constructif qui doit exister dans la tripartite entre le gouvernement, les opérateurs miniers et la société civile, les communautés locales. Comme vous savez, chacun a une partition à jouer, chacun a des droits et des obligations, il faut que cela soit bien compris. Mais également lui faire part de mon programme de me pencher sur la problématique qui plombe l'efficacité du secteur minier ici pour le moment, en ce qui concerne l'envahissement des sites industriels par les creuseurs, mais également la gestion de la dot et bien d'autres sujets, notamment l'encadrement de l'artisanat minier. S'en est suivi la photo de famille avec la chef de l'exécutif provincial et les membres de la délégation qui l'accompagnaient avant de se diriger à Kamoa pour une table ronde avec les responsables des entreprises minières. Mercredi 17 septembre 2025, 13h en heure locale, l'avion qui amène la première ministre de la RDC avec certains ministres dont John Banzalunda qui est en charge des infrastructures et travaux publics pour un bref séjour tanganiqué se pose sur l'aéroport national de Kainda à Kalemie. Judith Souminois reçoit les honneurs du détachement d'honneur de la police nationale congolaise avant de saluer un long parterre d'officiels rangés pour son accueil. Il s'en suivra une procession jusqu'à la place Kisebwe où elle s'est adressée à la population. Juste après, c'est à bord d'un engin de la firme chinoise Cisco SA à la place nommée Lubungu que Judith Souminois a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de la ville qui se feront sous financement du programme sino-congolais. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, a fourni à la chef du gouvernement les explications sur la dégradation qu'a subi le boulevard Lumumba à la suite de la montée exceptionnelle des eaux du lac Tanganyika la saison dernière. Ceci est remarquable notamment vers l'ancienne base de la MONUSCO où les vagues continuent d'arracher des pans entiers de la route en l'absence de protection de cette dernière, par exemple avec un gabionnage. Sur la route Kalemie-Manono, où travaille la firme Faepon, un autre projet piloté par l'Agence congolaise des grands travaux, la première ministre s'est fait expliquer le projet par le directeur général Nico Nzaounzaou, assisté de l'équipe de la firme Faepon. On en retient que cette route longue de 430 km est dans sa première phase de travaux qui consiste en la construction d'une route carrossable en terre battue qui sera revêtue lors de la seconde phase. Ces travaux se font en mode partenariat public-privé. Un jour plus tard, soit le 18 septembre, à Moba, la première ministre a visité, sous la conduite de son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, le port de la cité de Moba, en vue du début prochain des travaux de sa modernisation. Les études de faisabilité pour cette modernisation ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux. Son directeur général, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, en a fait un bref résumé à la chef du gouvernement. Il a expliqué que ce travail se fera par phase. À la première phase, il est prévu la construction d'un nouveau quai long de 156 mètres qui aura une capacité d'accueil de 4 navires de la dimension du célèbre bateau Amani. Il est également prévu la construction des 2 hangars de 600 mètres carrés chacun, d'un bâtiment administratif ainsi que d'une grande plateforme et la fourniture de 2 chariots élévateurs.
La même phase prendra en charge la construction de la voie d'accès au port, longue de 10 km allant du port jusqu'à la cité. Bien avant ce lancement des travaux du port, la première ministre s'était adressée à la population de Moba, la rassurant du plan de développement pensé pour elle par le gouvernement de la République que devra mettre en œuvre le fils du terroir, John Banzalunda. Désormais, il y a une vraie pression. C'est arrêté que je signe devant vous. J'ai décidé de le signer devant vous pour que les choses soient claires, de telle sorte que tout le monde sache. Privé ou public. Maintenant, les difficultés des uns et des autres, on les adressera. Mais j'espère que le jour où vous aurez besoin d'un service d'urgence, vous personnellement, j'espère que vous tomberez dans une structure qui respecte. Qu'on vous soigne d'abord, après qu'on regarde. Que vous soyez professeur d'université comme le cas que j'ai donné, que vous soyez un indigent, mais qu'on vous soigne d'abord. Ok les amis, les frères, on est d'accord? Oui. Donc quand l'arrêté va être publié, vous êtes au courant. C'était l'essentiel de l'info sur Ecopolis Télévision. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés pour la suite de programmes sur Ecopolis Télévision.